retard et de l'attente. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Fredon Occitanie et les CAE d'Occitanie. C'est une co-organisation aujourd'hui dans le cadre de nos missions respectives, la mission GEVI pour ce qui concerne Fredon Occitanie et puis les missions des CAE d'Occitanie qu'on vous présentera au démarrage. Donc, pour démarrer, je vous rappelle donc le principe de ce webinaire. C'est un webinaire autour de la désimperméabilisation et des îlots de fraîcheur végétalisés. Donc, le principe global, c'est de vous présenter des clés pour euh, effectuer des projets au sein de vos territoires. Donc, tu peux passer, Julie. Donc, le webinaire, il va se séparer en plusieurs parties. Une première partie, introduction, contexte et des définitions. Ensuite, nous allons illustrer les enjeux et les démarches de certains projets, du plus petit projet au plus grand projet, on va brosser un petit peu un panel de typologie de projets, de publics qui peuvent intervenir sur cette thématique. En partie 3, un retour d'expérience autour de 2 communes en Lozère et en Aveyron. Et puis une partie qui viendra clôturer ce webinaire avec les financements disponibles et possibles par les différentes structures qui sont invitées aujourd'hui à intervenir, comme l'Agence de l'eau Adour-Garonne et puis l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et on terminera avec quelques outils qui vous seront relayés avec ce diaporama et le replay du webinaire. Donc très rapidement pour vous présenter la mission GEVI animée par Fredon Occitanie. Donc c'est une mission animée sur l'ensemble de la région Occitanie par 2 animateurs qui visent à appuyer les gestionnaires d'espaces végétalisés en Occitanie, qu'ils soient collectivités ou infrastructures de tourisme ou gestionnaires d'infrastructures linéaires. Nous animons aussi la charte engagée pour le végétal à l'attention des collectivités et des structures de tourisme et de loisirs. Et nous créons des boîtes à outils avec différents outils pour vous aiguiller vers les bonnes pratiques de gestion du végétal. Donc, on fait partie de Fredon Occitanie, qui est un organisme à vocation sanitaire et qui a la particularité d'être délégataire de services publics pour la DRAF, le SRAL DRAF, Occitanie, pour la surveillance du végétal sur le territoire d'Occitanie. Oui, bonjour. Donc c'est à moi très rapidement, parce que le programme est chargé, comme l'a dit Florian. Donc je suis Philippe Labaume, bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Labaume, délégué régional des CAE d'Occitanie. Et je vais vous rappeler en quelques mots à la fois les CAE et puis notre organisation régionale qui nous a permis ce partenariat avec la Fredon. Donc les CAE, je pense que vous connaissez, mais un petit rappel, ils ont été créés par la loi sur l'architecture de 1977. Et il y en a au niveau national quasiment un par département. Ensuite, leur finalité globale, c'est la promotion de la qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère de chacun des départements, enfin des territoires avant tout. Et pour ce faire, leur mission, il y a 4 mots-clés, hein, le conseil, la sensibilisation, l'information et la formation. Sachant que les publics prioritaires, ce sont les particuliers. Chaque particulier peut avoir des conseils auprès du CAE pour son projet de rénovation, éventuellement de construction, les collectivités à la fois élues et professionnelles, et puis les enseignants, les scolaires, et puis aussi des actions tout public, quoi. Et concrètement, donc chaque CAE va produire des cahiers de recommandations, des schémas directeurs. Bon, là, on a une liste un peu qui n'est pas exhaustive, hein, des expositions aussi, beaucoup d'expositions pour sensibiliser, des visites de réalisation, ce qui est important d'aller sur le terrain. Enfin, on le verra au cours du webinaire. Là, bon, la visite de terrain et la confrontation à la réalité est très importante. Des sites web, des formations, etc. Alors, en Occitanie, on a de la chance puisqu'il y a 13 CAE
un par département, hein. C'est vrai qu'il manque en France quelques CAUE. Et donc ces CAUE qui ont des statuts communs nationaux ont aussi des spécificités locales liées à leur territoire en termes d'expérience, de compétences et de moyens. Et ce qu'on a choisi en Occitanie, c'est de faire une association de ces CAUE, donc l'association Les CAUE d'Occitanie, qui associe aussi l'ADREAL, la DRAC, le rectorat et la région, ce qui nous permet à la fois de mutualiser entre nous les bonnes pratiques, hein, puisque chacun a son expérience sur son territoire et on s'enrichit entre CAUE, de valoriser des partenariats au niveau régional, dont la Fredon, c'est un bon exemple, mais on va pouvoir travailler sur le sujet de la désimperméabilisation aussi avec le CEREMA, aussi avec la région, avec l'EPF, etc. Et puis d'accompagner les acteurs pour toutes les transitions qui sont à l'ordre du jour. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et en fait, cette organisation nous permet de travailler de l'échelle régionale à l'échelle locale. Par exemple, on travaille beaucoup sur le zéro artificialisation net pour accompagner le SRADET à l'échelle régionale, mais on échange aussi beaucoup à l'échelle des espaces publics, notamment sur des travaux de désimperméabilisation et éventuellement aussi cours d'école, etc. Donc on travaille du régional au local. Donc voilà un petit zoom. Après, vous pouvez en savoir plus, comme d'habitude, sur le petit lien en bas du diaporama. Mais bon, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Merci Philippe pour cette présentation des CAUE d'Occitanie. Et donc je laisse la parole maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc Clément Daignan de l'OIO qui va se présenter et qui va nous introduire un petit peu le contexte de ce webinaire pour ensuite enchaîner sur les différentes parties qu'on vous a présentées en introduction. Merci Florian, bonjour à tous. Donc, je suis Clément Daignan de l'Office international de l'eau. Je vous glisse un tout petit mot sur l'Office international de l'eau. On est une association loi 1901 sans but lucratif, reconnue d'utilité publique et donc agréée pour la protection de l'environnement. On est basé sur 4 piliers. On fait beaucoup de formations pour les professionnels sur toutes les thématiques de l'eau. Également, on va travailler sur la donnée. On fait des projets européens et puis de la coopération internationale. On va donner effectivement des conseils à l'international sur toute la thématique de l'eau. Et pour ce qui me concerne moi, plus précisément, je suis sur la thématique eau, urbanisme et gestion intégrée des eaux pluviales. Et c'est ce qui me conduit aujourd'hui à intervenir. Je souligne juste que voilà, on est dans une animation que l'on mène pour les agences de l'eau, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et RMC, voilà pour ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc, je vais vite rentrer dans le vif du sujet et en préambule, ce qu'on voulait dire, voilà, c'est aujourd'hui que tout ce dont on va parler est fortement influencé par les dynamiques climatiques en France. Donc là, vous voyez des scénarios moyens, qui ont été pris donc, dont les sources, hein, c'est donc le site de la DRIAS du MTE. Scénario moyen, notamment pour ce qui est des températures, donc on voit l'écart de température, hein, sur les périodes 76-2005 jusqu'à 2071-2100. Peu importe les scénarios qu'on prend en fonction de leur, degré optimiste ou pessimiste, ce qu'on notera, c'est des élévations, des températures moyennes et des épisodes de vagues de chaleur de plus en plus intenses et nombreux. Donc en termes de température, voilà sur quoi il va falloir se baser et ensuite il y avait les cartes de pluviométrie juste en dessous. Et donc sur les cartes de pluviométrie, effectivement, ce qu'on peut noter en revanche, sur ce scénario, hein, qui est le même scénario moyen, c'est plutôt une évolution de la pluviométrie qui est stable. C'est-à-dire que la quantité d'eau, qui va tomber va être plus ou moins stable avec un degré d'erreur de 10 à 20. En revanche, la problématique va se poser plutôt sur, la violence des épisodes qui vont avoir lieu, de manière assez disparate d'ailleurs sur le territoire. Et donc, il va falloir s'adapter justement à la violence de ces épisodes. Et entre ces épisodes, si la quantité reste la même, mais qu'il tombe plus d'eau de manière plus intense pendant des temps plus courts, forcément des épisodes de sécheresse. Et on commence déjà à en vivre avec, eh bien, effectivement, des périodes de l'année où la pluie se fera beaucoup plus rare et ça aura nécessairement des conséquences sur tout le reste. Voilà pour cette première partie sur l'introduction. Alors bon, je peux rapidement commenter. On a essayé d'illustrer ça à l'échelle de l'Occitanie. Donc c'est une carte qui est extraite d'une plaquette qu'on a tout juste sortie là, sur le paysage pour accompagner la transition écologique. Donc l'idée de cette carte, c'est de montrer que bon, c'est une évolution. On montre souvent des cartes qui sont statiques,
c'est une évolution avec, bon, on va dire la remontée un petit peu vers l'ouest de l'influence méditerranéenne, et puis surtout sur les massifs montagneux du Massif central et des Pyrénées, bah, une remontée aussi des températures selon les altitudes, hein, bon, c'est un petit peu caricatural, mais avec un réchauffement d'1 degré, on a trouvé ça dans la bibliographie. Les espèces vivantes doivent se déplacer de 180 km vers le nord ou de 150 mètres en altitude pour retrouver les conditions de vie initiales. Donc c'est vraiment une diapo pour montrer qu'on est dans un processus évolutif. Bon, on espère bien sûr qu'avec la réduction des émissions, ça pourra se calmer, mais de fait, c'est difficile d'avoir vraiment une image à l'instant T. Et puis en parallèle aussi, la consommation d'espace artificialisé, hein, avec l'équivalent, bah, on est au début de la Coupe du Monde de rugby, donc c'est tout à fait à propos de 4500 terrains de rugby consommés par an, l'équivalent, en termes d'artificialisation des sols. Donc voilà, c'est vraiment un contexte très global à l'échelle de l'Occitanie. Donc effectivement, donc pour poursuivre, et avant qu'on puisse rentrer un peu plus dans le vif du sujet, présenter justement, différents critères et exemples sur cette question-là, bah, on va essayer de définir de quoi on parle. On parle notamment d'artificialisation ou d'imperméabilisation. Donc l'artificialisation, c'est défini, hein, par le ministère, par l'action de transformer un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale afin de les affecter, voilà, notamment des fonctions urbaines ou de transport. Il faut savoir que cette définition, avec, la loi climat, qui a été prise en 2021, elle a été un petit peu précisée. Aujourd'hui, retranscrite notamment dans les codes de l'urbanisme, on va trouver des notions un peu plus poussées puisque, désormais artificialisation, pardon, elle va intégrer aussi une notion, écologique, hein, puisque l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc voilà, on voit qu'on a précisé un petit peu, ce qu'était justement cette notion d'artificialisation, et on est allé un peu plus loin puisqu'il y a le décret numéro 2022-763 du 29 avril 2022. Je vous invite à aller le regarder sur Légifrance, qui, dresse une nomenclature de ce que sont les surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées. Donc, voilà, en termes de vos projets, hein, si vous menez des projets, grâce à cette nomenclature, bah, vous aurez une définition de ce que sont ces surfaces, et si elles sont artificialisées ou non artificialisées. Et puis, il y a la notion d'imperméabilisation. Là, on est vraiment sur plus d'échanges biophysiques entre les couches souterraines et aériennes du sol, c'est-à-dire qu'on va recouvrir, par un matériau imperméable qui va empêcher les échanges. Effectivement, donc quand on va parler, aujourd'hui de toutes ces questions d'imperméabilisation des sols, il faut le remettre dans le contexte, notamment sur les facteurs aggravants, hein, sur les gestions, notamment des eaux pluviales qui ont été faites, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, elles se sont faites dans un contexte d'urbanisation très rapide avec une forte imperméabilisation des sols. Voilà, hein, jusqu'à présent, donc on verra effectivement comment le contexte réglementaire et les prises de conscience vont pouvoir infléchir ces tendances-là. Mais on disait qu'on imperméabilisait, heu, l'équivalent d'un département en France, par an, tous les 10 ans, pardon, tous les 10 ans, jusqu'à présent. Donc voilà, c'était vraiment des surfaces très importantes. On va voir si justement, on arrive à contrer cette tendance. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de gestion des eaux pluviales? Eh bien, on a mis en place systématiquement des réseaux de collecte et d'évacuation. Donc ça, c'est issu, hein, de l'urbanisme, hygiéniste, fin 19e siècle, 20e siècle, hein, effectivement qui s'expliquait par cette volonté d'assainir les villes puisque à l'époque, il y avait des grosses problématiques de santé publique, et on a mis le pluvial, au même titre que les eaux usées. Voilà, heureusement, c'est des choses qui évoluent aussi, mais voilà, c'est ce qui a été fait et c'est, l'héritage qu'on a. Ça conduit à quoi? Bah, la concentration des évacuations dans un même milieu aquatique, avec toutes les problématiques qu'on a d'accélération des flux d'eau et également de concentration des pollutions et toutes les soucis qu'on va retrouver ensuite dans les milieux récepteurs. On a eu tendance effectivement à modifier les tracés des cours d'eau et à urbaniser les rives. Et de fait, on a contraint l'eau, mais l'eau, eh bien, quand, il y a de forts orages, elle retrouve son chemin, et c'est pourquoi on se retrouve avec des, constructions qui ont été en zone plus ou moins inondable et qui se retrouvent forcément, les pieds dans l'eau, avec tous les désagréments qu'on connaît.
Et puis également la faiblesse des espaces gérés par des techniques naturelles, ça ce sera détaillé, par la suite. Justement tous les atouts qu'on a à gérer des espaces par des techniques naturelles, par, la végétalisation et tous les bienfaits qu'on aura notamment pour, la gestion des inondations et l'amélioration du cadre de vie. Infiltrer les eaux pluviales, ça devient une nécessité, mais il faut savoir de quoi on parle. Il va falloir définir quand on infiltre les eaux pluviales, ce qu'est la pluie, c'est-à-dire qu'il va falloir se baser sur des données météorologiques de pluie, adaptées au contexte. Il ne s'agit pas de récupérer des données un peu aléatoires, dans la littérature, parce que des fois on peut en trouver, mais il va falloir, alors c'est payant, il faut se rapprocher de Météo France, hein, qui communique ce type de données. Mais effectivement quand voilà, on va vouloir faire des projets, il va falloir se servir des bonnes données pour dimensionner nos projets. Des niveaux de service, savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur des niveaux de service, faibles, les plus faibles, niveau 1, où on est sur des maîtrises de la pollution et du bilan hydrologique local? Ou sur du niveau 2, on est vraiment sur des pluies moyennes, maîtrise du ruissellement. Niveau 3, des pluies fortes, maîtrise des inondations. Ou voire niveau 4, pluie exceptionnelle, gestion des inondations. Donc, souvent dans les projets, vous allez avoir ce qu'on appelle des périodes de retour, hein, qui vont aller de quelques mois aux pluies centennales, hein, 100 ans. La question qu'il va falloir se poser quand on fait un projet, de gestion des eaux pluviales, eh bien, ça va être de savoir sur quel niveau de service, on veut se placer. Sachant que il faut bien avoir conscience aujourd'hui, quand on fait des projets, notamment pour gérer des centenales avec des techniques, dites alternatives, mais qui sont plus vraiment alternatives, hein, qui sont les techniques qui sont et qui doivent devenir la norme. Eh bien, il faut savoir qu'on s'inscrit dans un contexte et que ce contexte, généralement urbain notamment, il faut savoir que les tuyaux, hein, tels qu'ils sont placés aujourd'hui, de toute manière, ne sont pas dimensionnés pour gérer ces pluies exceptionnelles-là. Donc quoi qu'il arrive, il y aura, des inondations, des débordements. Donc quand on est dans ces contextes-là, on s'intéresse vraiment au bien-être et à la sécurité des personnes et on oublie effectivement parce que de toute manière, on ne pourra jamais contrer des flux, d'eau de cette nature-là. Il va falloir aussi s'intéresser à la nature et à la perméabilité du sol. Ça, c'est des choses que vous allez retrouver souvent, les perméabilités de sol. On va vous dire, eh bien, avec des perméabilités de 10-5 mètres par seconde, vous allez pouvoir bien infiltrer vos eaux à partir de 10-7, 10-8. On commence à arriver sur des sols qui vont être peut-être argileux, qui ont moins tendance à infiltrer. Alors, c'est des indicateurs intéressants, les perméabilités de sol. Il y a des différents tests, hein, qu'on peut mener pour les avoir. À côté de ça, il faut savoir que, en travaillant en superficiel, en surface, avec des ouvrages type nous, type jardin de pluie et cetera, même si vous ne pouvez pas gérer, les grosses pluies, vous allez pouvoir gérer 80 de la pluviométrie annuelle qui est composée des petites pluies en général, des pluies qui vont faire de l'ordre de 10 à 15 millimètres, sur 24 heures. Ça, c'est 80 de la pluviométrie annuelle et ça va vous permettre déjà, de délester les réseaux et d'apporter de l'eau au sol et à la végétation de manière, très importante et donc c'est très intéressant. Et ensuite, il y a aussi un contexte réglementaire auquel il faut vous référer, hein, puisqu'il y a, de nombreuses choses qui vont être inscrites dans les documents cadres, hein, style les SDAGE et cetera, les SCOT. Et puis au niveau un peu plus local, zonage pluvial, PLU, règlement d'assainissement, notamment sur les raccordements. Voilà, c'est un contexte réglementaire qu'il vous faut prendre en compte quand vous ferez des projets, de ce type-là. Euh, oui, bonjour. Donc, Sylvie Cure, je suis architecte au CAIE de l'Aveyron et je vais donc intervenir avec Nicolas Gignot, qui est paysagiste au CAIE de la Lozère. Donc voilà, nous, on s'est un peu concentré sur la question des espaces publics. Comment est-ce qu'on pouvait aussi intégrer ce paramètre de changement climatique dans l'aménagement des espaces publics. Donc, c'est pour ça qu'on a une image un peu choc, là, effectivement. En fait, c'est la question du milieu où l'on vit, ce que l'on ressent. On parle souvent de ressenti au niveau des températures et effectivement de l'impact que ça peut avoir sur l'attractivité des centres-bourgs. Voilà, donc diapo suivante. Voilà, alors effectivement, la première des choses, c'est de rétablir un système écologique, hein, ce qu'on a dit, de rétablir le cycle de l'eau, où les sols ont un rôle fondamental, bien évidemment, dans leur capacité à assurer toutes ces fonctions écologiques et le besoin qu'ont les sols d'être en cette capacité-là, hein, c'est-à-dire qu'un sol qui a été imperméabilisé, souvent il est stérile, il n'a plus la capacité à filtrer, à
à dépolluer, etc. Donc voilà. Diapo suivante. La question de voir l'eau aussi, parce que souvent dans l'espace public, et plus, hein, mais bon, dans les espaces publics, on a souvent recouvert des ruisseaux, voilà, de l'eau en ville. On a souvent canalisé aussi des ruisseaux, on le voit sur la photo de droite, là, qui est en plein centre-ville, hein, d'un petit affluent du Lot. Sans prendre quelle est la valeur qu'on a accordée à l'eau à un certain moment. Alors c'est vrai que sur l'image de gauche, on est dans un village et ça a un côté patrimonial peut-être plus facile à prendre en compte pour les habitants, mais c'est vrai que sur les petits ruisseaux qui traversent comme ça les bourgs ou les villages ou les villes, il y a vraiment du travail à faire, et notamment dans tous ces enjeux de trame verte et bleue et de corridors écologiques. Donc, effectivement, c'est un enjeu dans la reconquête des espaces publics, d'autant aujourd'hui qu'on a quand même pas mal d'habitats vacants dans ces centres anciens, et que si on veut proposer de l'habitat attractif, où on a parfois pas ou peu d'extérieurs privés, d'espaces extérieurs privés, il faut effectivement que les espaces publics attenant à ces projets de réhabilitation de logements puissent être attractifs. Donc là, la photo d'en haut, on est effectivement dans un projet immobilier important d'un ancien groupe scolaire qui va devenir donc un ensemble de logements avec une ancienne cour d'école qui fait 3000 m². Donc là, il y a un vrai enjeu qui pose des questions de compétences, qui pose des questions aussi de coûts. Donc on verra après sur des illustrations qu'on peut avoir des projets aussi plus ou moins adaptés, plus ou moins appropriés à la fois aux usages et au budget des communes. Et puis, il y a la question des parkings, parce qu'effectivement, quand même, ces grands parkings, là, on est dans un bourg touristique, hein, donc il y a beaucoup de parkings, 700 places de parking pour 2000 habitants, 3500 nuits touristiques. Et ces parkings sont très, voilà, on les voit, très goudronnés, alors qu'en fait, c'est vraiment le premier lieu d'accueil déjà, donc l'image de cet accueil. Et puis, effectivement, ce que je veux dire quand je parle de vecteur de mobilité douce, c'est que si on a un parking qui est agréable et des chemins, des parcours piétons qui le sont aussi, ça peut inciter effectivement à se garer à l'ombre et à marcher 5 minutes à pied. Voilà, diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la désimperméabilisation de tous ces sols, ça fait partie d'un projet politique qui doit savoir pourquoi aussi, dans quel cadre ça s'intègre. Donc voilà, là, on a des exemples effectivement de parking. À gauche, c'est un parking d'un gymnase, hein, donc c'est un système de terre-pierre, terre-gravier, herbe, qui demande à s'adapter aux usages et au sous-sol. Effectivement, il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais c'est des choses qui fonctionnent. On a plusieurs exemples en Aveyron et ailleurs. Sur l'image de droite, c'est un parking d'un petit village, plus beau village de France, très touristique, et on voit donc qui est très fréquenté l'été, mais où ils ont quand même travaillé aussi sur cette question de la rétention de l'eau. Donc, sur la droite de la photo, il y a un modelé en creux qui permet effectivement de retenir l'eau, ce que disait donc Clément, et également de limiter au maximum toutes les parties imperméables que sont les voiries. Donc, la question des mobilités douces aussi, c'est faire moins de place à la voiture en ville. On sait que 70% de l'espace public est occupé par la voiture, que ce soit le stationnement ou que ce soit la voirie. Et effectivement, moins on a besoin d'espaces imperméables pour circuler ou stationner, plus on a des chances effectivement de travailler sur ces questions de perméabilité des sols. Et puis préserver l'existant, c'est vrai que il y a la question des sols et la question bien sûr du végétal. On a souvent un très beau patrimoine végétal dans les bourgs, villages ou villes qui a parfois plus de 100 ans d'âge. Donc c'est des choses qui prennent, voilà, ça prend du temps. Donc le préserver et être attentif à reconnaître les valeurs
voilà, de leur donner de la valeur à tous les niveaux, ça me paraît, aussi, quelque chose d'avoir vraiment en tête. Parce que malgré tout, souvent, il y a une méconnaissance déjà, on le verra tout à l'heure, hein, comment faire les choses. Une méconnaissance de ses besoins, des besoins du végétal, pour se développer ou pour, vivre correctement. On peut passer à la diapo. Voilà, donc prendre en compte l'existant, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des lieux où l'on vit, où l'on se rencontre. Donc à gauche, voilà, un petit lieu tout simple à l'ombre sur un muret. À droite, un jeu d'enfant. Donc là aussi, jeu d'enfant, on n'a pas forcément besoin de sol en résine. Il y a d'autres systèmes, qui sont, plus ou moins perméables, mais en tout cas, mieux adaptés. Voilà, donc ça, c'est un exemple aussi dans un village, de l'Aveyron. Voilà, et une autre place, donc salle La Source dans l'Aveyron pour ceux qui connaissent, voilà, où là, il y a rien à faire, quoi. Il y a rien à faire et c'est ça aussi de faire attention à ne pas, toujours vouloir surenchérir au niveau des techniques. Voilà. Merci. Donc effectivement, en résumé de tout ce qu'on vient de dire, hein, désimperméabiliser et avoir une gestion intégrée, ça va permettre de réduire les inondations urbaines. Donc effectivement, c'était un point d'entrée, on va dire, historique sur ces questions-là, puisque les premières collectivités qui ont commencé à travailler sur ces questions, c'est parce qu'elles subissaient des inondations. Mais on voit aujourd'hui, qu'on va plus loin puisque effectivement, ça permet également de réduire les pollutions des milieux aquatiques, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va permettre de s'adapter au changement climatique, notamment, avec une renaturation qui permettra, de créer des espaces ombragés, de lutter contre les îlots de chaleur. Ça va améliorer le cadre de vie. Il y a notamment une étude, hein, qui a été publiée l'année dernière par Plantes et Cités, qui montre que, eh bien, les habitants d'environnements paysagers, renaturés, végétalisés, sont beaucoup moins sujets, notamment donc, maladies cardiovasculaires, mais également sont beaucoup moins sujets à dépression. Et puis donc, en termes d'agrément, c'est intéressant et puis il y a aussi toute une fonction de maintien de la biodiversité, hein, qu'elle soit faunistique, floristique évidemment, mais aussi la biodiversité du sol. On va redonner une fonction en ramenant l'eau, on va redonner une fonction, vraiment biologique au sol et donc on aura une biodiversité qui pourra se développer. Et donc, ceci c'est illustré, je vais l'illustrer rapidement, hein, par un projet, qu'on a eu l'occasion, nous de suivre, hein, et c'est un retour qui avait été fait par la commune d'Abjas-sur-Bandia. Donc voilà, ça c'est des éléments qui nous ont été transmis par la commune. Effectivement, donc eux, ils avaient un projet, au niveau communal, hein. Alors je vais pas vous lister tous les items, ça prendra un peu de temps, mais c'est toujours, finalement les mêmes volontés, hein, de réduction d'inondations, d'amélioration, de la qualité des milieux naturels. Effectivement, il y avait aussi une notion, de passer par justement une gestion intégrée pour réduire les coûts, des ouvrages de gestion des EP, hein, puisqu'on le rappelle, souvent utiliser ces techniques, eh bien ça revient moins cher que, de faire du génie civil et d'installer de la canalisation qui va coûter cher. Et donc limiter l'imperméabilisation, l'amélioration du cadre de vie, effectivement, évidemment. Et puis mettre en place aussi des ouvrages multifonctions, ça c'est important. On a des gestions des eaux pluviales, mais aussi des fonctions d'agrément, des fonctions décoratives, des fonctions de déambulation. On va recréer des places, des endroits où les gens vont pouvoir pique-niquer, et cetera. Et donc c'est aussi important puisque c'est des ouvrages qui auront des fonctions multiples. Donc sur cette diapositive, hein, on voit pourquoi la commune d'Abjas-sur-Bandia a voulu repenser justement, ces aménagements parce que, eh bien, ils avaient des rues très larges, qui entraînaient des vitesses de circulation élevées dans le bourg et donc c'était des problèmes de sécurité pour les habitants, notamment pour les enfants et pour les déplacements doux. Il y avait effectivement peu de place pour les mobilités douces, hein, heu et puis il y avait aussi un souhait d'aménager le bourg et de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire aussi une projection pour se rendre plus attractif. Notamment donc d'un point de vue, on va dire résidentiel, mais aussi d'un point de vue, touristique. Et puis mieux aménager le cadre de vie et donc ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que pour bien le faire accepter à la fois par les élus et par la population, il y a un déplacement qui a été organisé donc dans une commune, à Chédigny. Donc c'est un village jardin situé en Indre-et-Loire qui avait déjà expérimenté ce type de d'aménagement et donc c'est assez intéressant de voir que, bah, pour emporter, l'unanimité et l'adhésion du plus grand nombre, y compris en termes de concertation de la population, eh bien ils sont allés voir
un projet existant et ça a justement permis plus facilement de se représenter les choses et de les faire accepter par tous. Donc voilà, hein, on va dire une traversée de centre-bourg assez classique avec, différentes séquences. Et donc le but était donc une réduction de la largeur de la voirie, une suppression des bordures ou des bordures basses, l'élargissement des trottoirs, la mise en place d'espaces verts et puis la désimperméabilisation et le fleurissement du bourg. Donc en fait, on va casser les repères, hein, de la voiture, de l'automobile. Effectivement, on se rend compte, hein, d'un point de vue, opération d'urbanisme que plus on va casser les repères, de la voiture, les bordurations, les chemins bien tracés et cetera, eh bien, plus les voitures vont freiner parce qu'elles n'ont plus de voie, qu'elles pensent véritablement dédiée uniquement à l'usage de la voiture. Donc voilà, en retravaillant déjà cette temporalité et ce séquençage de la voirie, on va déjà, modifier les habitudes. Et puis voilà, donc on voit des avant-après, hein. On voit des giratoires imperméabilisés, ou finalement avec des très grands espaces où les voitures avaient, des cônes, de visibilité, très larges et cetera qui pouvaient, avoir tendance justement à augmenter la vitesse. Et on voit que, ces espaces-là ont été retravaillés, des espaces d'infiltration, des eaux pluviales, en contrebas de la voirie ont été faits et cetera. Et donc on a, à la fois d'un côté réduit des problématiques, de sécurité et de vitesse et d'un autre côté on a retravaillé, les aspects esthétiques et fonctionnels, du centre-bourg. Donc, voilà, d'autres illustrations, hein, où on voit qu'effectivement, bah, les voiries, allaient et étaient larges. Il y avait assez peu d'espace qui était dévolu, justement donc aux mobilités douces, au trottoir, hein. On voit même que, par exemple, des PMR, poussettes et autres auraient eu beaucoup de mal à passer. Et donc aujourd'hui, beh, on a réduit la place de la voiture et la mairie a décidé justement, de créer, des circulations douces avec, des espaces à chaque fois, qui permettront de gérer les eaux pluviales. De même, hein, on voit ici, des places qui étaient très minérales, avec des fonctions de gestion des eaux pluviales qui étaient nulles, hein, avec des renvois au réseau et donc eh bien, des espaces ont été créés. Voilà, il ne s'agit pas toujours, hein, ça c'est on s'imagine souvent qu'il va falloir, pour gérer ces espaces-là, créer des grands espaces, mais ça peut être aussi, voilà, créer multiplier les petits espaces, renvoyer, des eaux pluviales, vers ces espaces-là et on arrivera à gérer finalement la totalité, hein. On est toujours, sur ce qu'on appelle les facteurs de charge, c'est-à-dire essayer qu'il y ait, des espaces qui gèrent, les eaux pluviales par rapport aux espaces d'apport que ce rapport-là soit le plus faible possible et ça peut se faire aussi en faisant, bah, des micros, espaces d'infiltration qui vont permettre de gérer à l'échelle globale, eh bien, toutes les eaux pluviales. Voilà, donc on va passer assez rapidement maintenant sur la deuxième partie. On gardez vos questions pour après, on les relaiera directement puisqu'on a pris un peu de retard forcément. Donc on va passer à la seconde partie, Julie, directement. Donc conservez un petit peu vos questions pour plus tard et nous les poserons à l'issue de cette partie numéro 2 qui vise maintenant à illustrer différentes typologies de projets et différents publics qui peuvent intervenir sur des projets de désimperméabilisation et d'îlots de fraîcheur. Alors, bonjour à tous, je suis Nicolas Vigneault, paysagiste conseil au CAU de la Lozère et on va vous présenter avec Sylvie Cure du CAU de l'Aveyron comment se traduisent finalement ces enjeux dans une démarche de projet. Donc là, on peut regarder, voilà, cette carte est assez, montre assez bien, mais dans la première question à se poser, c'est plus ou moins le où. C'est où est-ce qu'on peut rendre la ville ou le village perméable. Donc c'est d'abord dresser un état des lieux et un peu identifier finalement à l'inverse ce qu'on ne peut pas rendre perméable, en fait, ce qu'on est obligé de garder, c'est essentiellement des fois les voiries, la circulation. Et donc, il s'agit notamment d'observer les usages et ensuite voilà, de se demander finalement quelles seraient les marges de manœuvre qu'on pourra avoir pour rendre des sols perméables. Donc, quelles sont les marges, quels sont les espaces où en fait on peut se permettre d'envisager différemment. Donc voilà, la véritable question, c'est en premier lieu de vraiment savoir observer et donc identifier voilà, des endroits qui peuvent être susceptibles d'être désimperméabilisés ou végétalisés assez simplement, comme à l'image de la référence de projet qu'on vient de voir. Voilà, ça peut se situer le long d'un mur, ça peut être sur des espaces de stationnement, sur des espaces en centre-bourg.
finalement, qui ont moindre, où les usages en fait existants peuvent supporter d'autres revêtements de sol ou d'autres aménagements. Donc c'est vraiment voilà, se poser les bonnes questions et être judicieux dans son approche. Alors, identifier... Ah, j'ai de l'écho là. Bon. Que vous coupiez votre micro, Nicolas. Voilà, donc identifier les lieux auxquels on ne pense pas, même si là, ce n'est pas un exemple de désimperméabilisation, puisque c'était une zone d'activité qui a pratiquement 20 ans maintenant, à l'entrée de Toulouse, hein, où en fait, l'idée, c'était justement de ne pas imperméabiliser, enfin, au maximum. Donc là, on voit qu'il y a eu tout un travail de fait à partir du relief, donc on le voit sur la photo en haut à droite, hein, avec tout un système de talus végétalisés et des noues qui recueillent les eaux en pied de talus. Alors, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'était des sols, donc c'est des boutures, c'est un projet qui a coûté très peu cher. Un règlement qui a permis aussi de vraiment n'imperméabiliser que ce qui était nécessaire sur les parcelles privées. Donc, avec aussi la question de la rétention de l'eau au niveau de la parcelle privée et ensuite qui se déverse dans des noues, des fossés donc publics. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, pardon, sur la diapo d'avant, ce qui était intéressant, c'est que la question de la biodiversité avait été abordée, puisqu'en fait, tout ce maillage végétal qui se développe dans les noues et dans la rue principale se relie avec un bois qui est juste à côté de cette zone d'activité. Voilà, on peut passer. Donc, les carrefours. Voilà, ici, on a failli avoir un rond-point. Et en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on peut appeler un peu voilà, un salon urbain, enfin en tout cas un petit passage, une petite halte. En fait, un cheminement piéton qui existait en partie, mais qui n'était pas fréquenté, qui rejoignait donc des quartiers d'habitat un peu plus récents et un supermarché qui se trouve ici, avec une route départementale qui avait été déviée, donc là, l'ancienne entrée dans le bourg, et ici la route départementale qui a été déviée et qui donc rentre aujourd'hui dans le bourg. Donc il y avait ce carrefour là sur une entrée de bourg, hein, Saint-Côme-d'Olt, donc chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, plus beau village de France, etc. Avec un vrai enjeu là aussi d'accueil touristique, mais aussi de cadre de vie pour les personnes et de sécurité aussi de déplacement. Et donc, cette promenade aujourd'hui se prolonge pour traverser donc, et aller jusqu'aux berges du Lot. On peut passer à la suivante. Alors, à savoir qu'il y a la question, on l'a dit tout à l'heure aussi, des acteurs qui peuvent intervenir. Et sur ce projet, il y a eu l'organisation d'une consultation sur esquisse indemnisée qui a permis effectivement à la commune à choisir le projet qui lui paraissait le plus adapté. Donc voilà, ici, on a effectivement ce cheminement qui a été donc amélioré hein, avec des plantations d'arbres et donc une végétalisation qui résiste à la sécheresse. Là, ce sont des euphorbes. Des noues de rétention donc, entre le chemin piéton et la route départementale qui permet aussi de se passer de ces fameuses bordures, etc., et potelets et tout ce qu'on peut imaginer comme mobilier urbain. Et puis, effectivement, cet endroit ici, où il y a quelques bancs, où ben, les gens peuvent se croiser, peuvent discuter 5 minutes. Voilà, diapo suivante. Il y a la question des cours d'école aussi, sur lesquels on est de plus en plus interpellés et qui, en fait, fait aussi l'objet d'appels à projets et de financement. Donc, le CAIE de l'Aveyron et le CAIE de la Lozère également, et d'autres CAIE, bien sûr, travaillent sur ces questions-là en collaboration avec les enseignants et les élèves. Donc, il y a vraiment un projet pédagogique de travail, d'observation, de réflexion sur les espaces sur lesquels les enfants ont envie de réfléchir, d'aménager, etc. Et on se retrouve donc ici, la cour au départ, et ici, la cour après l'aménagement, donc en prenant en compte le projet des élèves. Alors, ça peut être fait en régie, là c'est le cas. Certaines parties du projet ont été réalisées par les enfants, notamment les plantations. Il peut y avoir quelquefois du mobilier simple. Donc, il y a aussi cette approche manuelle, à la fois conceptuelle et manuelle du projet. Et voilà, le projet, ce n'est pas seulement poser un banc, c'est se demander où est-ce qu'on va le poser, pourquoi on le fait. Voilà, diapo suivante.
Voilà. Là, on va dire que l'image parle d'elle-même. Planter, c'est bien, mais pas n'importe comment. Donc, il faut, en fait, dans nos temporalités un peu et des échéances également rapides auxquelles on a affaire au quotidien, souvent, il faut se penser que quand on a affaire au vivant, c'est se projeter sur l'avenir. Donc, il y a vraiment une notion de durabilité qui est importante. Et ça passe notamment par la question du sol. Donc, on parle beaucoup là de sol vivant, de planter en plein terre. En fait, ce qui est intéressant à garder, c'est la vie justement dans ce sol. Donc, ça passe notamment en conservant la perméabilité, voilà, de l'eau, de l'air, comme on a pu en parler. Et donc, pour bien planter, voilà, il faut mettre en œuvre vraiment les bonnes conditions d'accueil du vivant, donc là, notamment du végétal dans les aménagements. Donc, en fait, c'est de garantir de manière durable un peu la vie de l'arbre, son bon développement, de surtout anticiper son développement à l'âge adulte, et afin voilà, qu'il remplisse toutes ses fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder cette notion transversale où on peut avoir une gestion de l'eau qui soit en lien avec la végétalisation, à l'image voilà, des fosses de plantation qui peuvent recueillir l'eau pluviale. Il y a tout un réseau voilà, à tisser entre vivants et espace public. Voilà, alors cette image, Nicolas, ton micro. Cette image, c'était pour... on voulait quand même faire un focus sur ces questions qui sont parfois traitées uniquement techniquement, avec certainement des résultats intéressants, mais qui ne prennent pas, à notre avis, en compte le reste des enjeux. C'est un peu comme ce qu'on peut des fois voir sur des questions de sécurité routière, où on peut avoir tout un panel d'îlots centrales, de bordures, de panneaux, etc., alors qu'il peut y avoir d'autres façons de résoudre ces questions-là. Là, c'est vrai que c'est un parking qui a été désimperméabilisé. Bon, c'est un principe de bassin puisard, donc il y a eu une énorme fosse sous les dalles alvéolées que vous pouvez voir là. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a aucune végétation supplémentaire, donc il y a 2 arbres qui existaient, mais qui sont quand même un petit peu contraints. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre usage possible, il n'y a pas d'ombre. C'est quelque chose qui coûte relativement cher. Donc voilà, c'est aussi se dire, chercher peut-être des solutions qui parfois peuvent être moins coûteuses et tout aussi efficaces. Voilà, c'est un peu l'alerte qu'on voulait donner. Et donc, pour montrer ce que ça peut être autrement, donc là, c'est un exemple qui a été largement médiatisé par un film, un petit film que vous pouvez trouver sur Internet par l'Adréal. Donc, c'est un projet qui a été aussi accompagné par l'Agence de l'eau à Requista, donc dans l'Aveyron. C'est un village où il y a énormément de foirailles, donc des grandes étendues imperméables, goudronnées, et où en fait, donc le maire il y avait des problèmes effectivement d'eau parasites dans le réseau, d'afflux d'eau important à certains moments, voilà, de ruissellement, où le maire a souhaité effectivement aller au bout et retravailler sur la question du cadre de vie, de la santé aussi, ce qui n'est pas forcément simple, d'après ce qu'il en dit, au niveau de l'appropriation au départ par les habitants qui disaient « mais nous, on a de la verdure partout autour, c'est pas… voilà, on ne va pas aller mettre de l'argent dans de l'aménagement d'espaces publics qui ne sont pas de la décoration, justement ». Et en fait, a été testée là une expérimentation donc, de déconnexion du réseau, c'est-à-dire qu'on a travaillé, donc c'est le même espace, hein, effectivement, donc en prenant en compte les circulations piétonnes, des niveaux différents de stationnement, c'est-à-dire les stationnements les plus proches des équipements publics. Ici, je crois que c'est la salle des fêtes, si je me souviens bien, donc sont en dalle alvéolée en gravier. Ici, c'est de la dalle alvéolée qui va verdir, et un peu plus loin, c'est carrément un sol en terre, gravier et herbe, qui voilà, accueille du stationnement beaucoup plus exceptionnel, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce projet a coûté le même prix, donc avec ces aménagements-là, que ce que n'aurait été un projet avec un coût de réseau enterré classique. Voilà, donc on voit ici les nœuds entre les espaces et la végétalisation.
L'anticipation et l'intégration du coup du végétal passe également par la gestion. Donc, il faut vraiment aussi bien penser quel va être l'entretien par la suite. Et donc, le végétal, souvent, peut retrouver sa place dans l'espace public, notamment avec un changement de pratique d'entretien ou du coup dans des espaces qu'on peut lui réserver en pied de mur, par exemple, à l'image de Bozoul en Aveyron sur l'image de gauche, voilà, où on plante justement les pieds de mur, les pieds de façade. Et on peut aussi bien l'intégrer dès la conception du projet. Donc là, ce qui est intéressant dans cet écolotissement en milieu rural, c'est que les espaces partagés du lieu, en fait, ont été pensés à partir des éléments existants, donc notamment le frêne qu'on voit ici, et qui ont été conservés, notamment les murs en pierre sèche, les haies. Donc c'est vraiment garder ces éléments du paysage pour ensuite vraiment développer le caractère et l'usage des lieux. Donc là, notamment, la gestion différenciée de la prairie permet en fait de dessiner des espaces plus intimes, de dessiner des cheminements. En fait, on reste dans une simplicité toujours. Voilà, c'est une sobriété de conception et une sobriété d'usage derrière. Donc, ce qui est intéressant également, voilà, dans la suite d'une démarche, c'est certes quand on a eu, une fois que le projet a été élaboré, c'est la question de la formation, voilà, des élus, des agents de collectivité et même des professionnels de l'aménagement, et d'ailleurs tous les habitants confondus. Voilà, ça peut s'appuyer sur des cycles de formation, mais c'est également intéressant d'associer vraiment toutes les personnes qui vont vivre, travailler, participer à la gestion, d'avoir des échanges directs, d'être vraiment sur le terrain, enfin sur l'endroit pour se confronter au mieux à la réalité en fait, des enjeux. Comme ça, on arrive mieux à se rendre compte finalement de quoi on veut parler. C'est ce qui nous mène vraiment donc, à aller sur les lieux, quoi, se rencontrer, échanger autour de retours d'expérience. Donc souvent, voilà, on voit là, on vous présente des principes de projet, des exemples de démarches paysagères. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'aller sur place. L'échange est vraiment voilà, nécessaire, enrichissant. En fait, ce n'est pas qu'une question de principe, il n'y a pas forcément de recette, c'est surtout la question de ressenti qu'il faut tenir. Voilà, donc il faut vraiment, on vous engage à aller vivre voilà, dans ces endroits, dans ces lieux pour mieux se rendre compte de toute leur complexité. Voilà, donc on redit ce qu'on… Nicolas, ton micro. Ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, effectivement, c'est dans le cadre d'un projet, quel qu'il soit, à quelque échelle qu'il puisse être, du plus modeste au plus ambitieux, enfin ambitieux en tout cas en termes de volume ou de budget, c'est vraiment de réfléchir en amont et d'intégrer les enjeux qui sont vraiment les vôtres, autant la désimperméabilisation que d'autres projets, que d'autres critères, pardon. Et voilà, et donner du sens. Et effectivement, la chose sur laquelle on insiste aussi, c'est s'entourer de professionnels. Alors, au-delà du conseil en amont que peuvent apporter les CAUE et les partenaires, hein, que peuvent être l'agence de l'eau, les syndicats de bassin, la Fredon, effectivement, il y a à préciser la demande, les objectifs et les ambitions, mais ensuite, il y a aussi travaillé avec des maîtres d'œuvre hein, qui sont des spécialistes, que ce soit les paysagistes concepteurs, des architectes qui travaillent sur les aménagements d'espaces publics, les ingénieurs spécialisés, mais qui sont surtout en capacité de concevoir des lieux de vie et pas simplement de répondre sectoriellement à telle ou telle question de déplacement, de désimperméabilisation. Enfin voilà, c'est vraiment de comprendre que c'est un lieu de vie, un milieu de vie même on peut dire, et donc d'intégrer tous ces enjeux et tous ces paramètres dans un projet, et puis également de s'intégrer dans un contexte, alors bien sûr paysager urbain, mais aussi social, de pouvoir faire en sorte que la population puisse être aussi acteur et moteur de ces projets. Donc sans être exhaustif, on va dire là, ça représente en fonction de chaque enjeu qu'il peut y avoir sur les lieux ou sur les espaces en projet. Voilà, il existe une multitude de manières voilà, pour intervenir. Donc l'important aussi, c'est le fait d'être dans l'action. Et donc ça peut aller d'actions assez simples et plus ponctuelles jusqu'à des transformations plus importantes avec différents partenaires et tout en étant accompagné.
Donc, c'est vrai que la première échelle, ce qu'on peut penser dans ce côté de projet de paysage, ça peut être un atelier de plantation participatif avec les habitants. Donc voilà, c'était vraiment engagé, permettre également aux habitants et aux usagers du lieu d'un peu de se réapproprier ces enjeux-là et leur cadre de vie également. Donc c'est montrer que c'est possible, qu'il y a des choses voilà, avec des végétaux du coup, qui sont adaptés, mais également toute cette démarche participative qui est vraiment intéressante pour permettre de s'approprier davantage les espaces publics. Donc là, c'est vraiment à partir de l'existence et du décroutage du bitume en place. Et de ce même principe, on peut aller justement vers un projet un peu plus imposant. Donc, ce qu'on parlait vis-à-vis d'un projet, voilà, avoir une sobriété de moyens et de coûts. L'idée, voilà, ce n'est pas de tout désimperméabiliser. Il faut se poser toujours les bonnes questions. C'est comment on fait à partir de l'existant. Donc, on n'est pas forcément obligé de tout refaire. Ce qui peut commencer à faire peur quand on aborde le sujet. Voilà, l'exemple ici il témoigne que même avec des petits moyens, en fait, on peut transformer un espace fonctionnel et agréable à vivre. Et donc, comme on le voit ici, même ça peut apporter des réponses différentes finalement, mais tout à fait adaptées et qualitatives. Ça peut être un aménagement soit de transition, soit un aménagement à prendre tel quel, voilà, ce qui permet déjà d'initier un changement dans certaines pratiques ou usages des lieux. Et ça offre vraiment un cadre de vie assez agréable. Donc ici, c'est un peu la même méthode, mais sur un espace encore plus restreint et plus villageois. On remarque vraiment que le lieu a changé de visage et ça passe notamment par rapport au traitement du sol, en fait, en enlevant les parties qui sont peut-être sous-utilisées. Enfin, du coup, il y a toute une démarche de concertation à avoir. Et c'est toujours là, dans l'idée d'être très transversal. On résout voilà, beaucoup d'enjeux. C'est un peu faire une pierre 10 coups. On est sur un projet donc d'aménagement de cœur de village. Hein. C'est un programme départemental donc, qui permet aux communes de mener un projet de requalification des espaces publics dans l'Aveyron. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que effectivement, c'est des choses très simples, et notamment revoir l'eau, parce qu'on est dans une petite vallée au pied du causse de Villefranche. L'idée, c'était effectivement il y avait une haie horticole hein, le long à la limite entre l'herbe de la berge et donc cette fameuse place qui n'était que du goudron. Donc, une des premières choses, ça a été d'enlever cette haie qui n'avait pas franchement d'intérêt et qui permettait d'avoir cette vue sur l'eau, sur la rivière et d'en bénéficier, parce que c'est un endroit où les gens vont facilement se promener, pique-niquer. Et donc, sur la place, ça a été aussi de retravailler sur la question des circulations, donc de limiter effectivement la circulation qui est en bitume clair pour ne pas avoir justement quelque chose qui tranche avec la place qui, elle, donc reste piétonne, a été plantée, etc. Et pour un coût, donc 60 € du mètre carré. Donc là, effectivement, il y avait une équipe pluridisciplinaire, puisqu'il y avait aussi en jeu la question des réseaux en souterrain, d'eau potable, de réseaux secs, etc., d'assainissement à reprendre. La question du traitement du parvis de la salle des fêtes aussi, enfin voilà. Mais ça reste un projet quand même assez sobre et tout à fait adapté au caractère du lieu. Après. Voilà, là on a un autre projet donc à Lavelanet dans l'Ariège, beaucoup plus conséquent. Là, je crois qu'on est sur 250 € du mètre carré, mais avec des enjeux complètement différents. Donc déjà, c'est une ville, hein, donc qui est passée quand même en 20 ou 40 ans, plutôt en 40 ans, qui a perdu donc de 10 000, ils sont passés à 6 500 habitants avec le problème de la crise industrielle de ce secteur. Donc, il y avait vraiment un besoin de reconquérir le centre, de redonner de l'attractivité aux espaces publics du centre ancien et de résorber aussi toutes ces questions d'habitat vacant et d'insalubrité. Donc, effectivement, il y a eu un gros projet de fait. Donc, pour vous montrer que, voilà, il peut y avoir aussi des différences, voilà, des nécessités différentes. Ouais. Merci Nicolas et Sylvie.
Donc, on va prendre quelques questions dans le chat pour conclure sur cette partie. Alors, on a pris du retard, effectivement, le webinaire est indiqué jusqu'à 11h15, 11h20, donc midi et quart, midi 20, pardon. Donc, on prendra le temps nécessaire pour ensuite, sur la troisième partie liée au retour d'expérience, on accélérera peut-être un petit peu pour terminer sur les financements possibles. Donc, j'ai une question de Céline Meignet. Bonjour, il arrive notamment en refaisant des places en cœur de village ou des rues qu'on se heurte à des résistances importantes. En effet, les particuliers ou les élus ont souvent peur des infiltrations ou autres. Comment convaincre? Donc, Sylvie ou Nicolas, si vous avez des éléments de réponse à apporter. Alors, je commence, Nicolas, après je te laisse la parole. En fait, c'est souvent des idées reçues, parce que désimperméabiliser les pieds de façade, notamment en centre ancien, ça permet aussi aux maçonneries traditionnelles de respirer et de laisser l'humidité s'évacuer. C'est vrai qu'il faut prendre quelques précautions, mais c'est bien plus sain pour la maçonnerie que d'aller goudronner jusqu'au pied des murs. Et donc, il y a aussi des expositions qui circulent sur ce sujet. La Fredon, vous devez aussi avoir des éléments là-dessus, voilà, qui peuvent aussi permettre d'expliquer et de comprendre ce fonctionnement-là. Voilà. Après, Nicolas, je ne sais pas si vous avez mené un atelier. Oui, justement, peut-être au niveau de la méthode, comment un peu concerter ou essayer de changer certains regards, ça pourra se traduire dans le premier retour d'expérience, un peu par rapport à la démarche qui a été effectuée. Et c'est vrai que notamment, c'est souvent la question de la gestion qui apparaît. Derrière, voilà, quand on a du pied de façade ou du pied de mur, il y a également ces questions-là qui se présentent. Donc après, c'est vraiment faire un projet qui est approprié au lieu et prendre en compte toutes les spécificités. Merci Nicolas. Je prends une deuxième question. Merci Nicolas et Sylvie. Je prends une deuxième question. Comment concilier circulation routière, notamment quand c'est une route départementale à fort trafic, et aménagement paysager? Comment convaincre le gestionnaire de voirie? Donc, c'est plutôt une question liée aux différentes compétences sur des espaces et comment dialoguer entre différents acteurs sur un espace géré par plusieurs acteurs. C'est un combat de tous les instants, on va dire. Mais c'est vrai que d'avoir de bons exemples, ça peut faire changer aussi des fois les regards. C'est un sujet, nous, qui est récurrent dans l'aménagement des villages, hein, puisqu'on a effectivement des routes départementales qui traversent ces villages. On essaye de montrer les bons exemples qui amènent parfois aussi une plus-value économique. C'est-à-dire, je pense notamment à un village où il y avait besoin d'une écluse. Et en fait, plutôt que d'avoir une écluse traditionnelle où l'on vient buter sur une belle bordure en béton, en fait, il y a eu tout un travail de fait en amont et en aval qui a permis effectivement de dégager du stationnement pour personnes à mobilité réduite à proximité d'un café. Et ce café a récupéré du coup de l'espace dont il a pu faire une terrasse. Donc voilà, non seulement on résout la question de la sécurité, mais en plus on amène de la vie à cette traverse. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est une traverse qui est dans la vallée du Dourdou, hein, donc au pied de Conques en Rouergue, donc une route relativement fréquentée, relativement étroite aussi. Enfin, voilà. Très bien, merci Sylvie. On va prendre une dernière question. Ensuite, on passera à un retour d'expérience détaillé sur la participation, hein. Ça fait l'écho aussi à des messages que vous avez pu mettre dans le chat liés justement à la participation et des citoyens sur la conception en amont des aménagements. Beaucoup de réactions dans le chat, bien évidemment. Malheureusement, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais me prendre une toute dernière question. A-t-on des retours d'expérience quant à la désartificialisation, désimperméabilisation des sols pour des parkings soumis à déneigement? Oui, bonjour, je crois que c'est Emmanuel Texier qui a posé la question.
je pense que c'est pareil, il n'y a pas forcément de recette. Après, j'ai l'impression qu'en Lozère, ils ont pu expérimenter ce genre de choses. Je pense à peut-être Nicolas, est-ce que tu aurais des retours là-dessus? Et voilà, il y a à la fois la composition donc, du revêtement, hein, plus ou moins drainant, plus ou moins solide, on va dire, et aussi l'usage. C'est sûr que si c'est un parking qui est utilisé tous les jours, ça risque d'être plus complexe. Voilà. C'est vrai que on n'a pas franchement encore, on va se renseigner. Pas franchement de. Merci Sylvie, très bien. Bon, écoutez, je vous propose de passer à la suite, donc à retour d'expérience, détailler cette partie 3 de notre webinaire, hein, qui est un webinaire aujourd'hui plus long que d'habitude, vu le nombre de participants, le nombre d'intervenants, le nombre de questions et puis le nombre de sujets à traiter. Donc, je vous propose de bien rester jusqu'à la fin du webinaire. On va dépasser un petit peu, j'espère que ça vous convient. On terminera notamment après la partie animée maintenant par Julie Chouvel de la Fondation Occitanie, Nicolas et puis Sylvie. On terminera avec un point des agences de l'eau sur les financements. Donc, restez bien jusqu'au bout, ça vous demande un peu plus de temps, mais on veillera à ne pas dépasser la limite maximale de 12h30. Voilà, je vous laisse la parole, Nicolas et Julie, pour votre partie maintenant. Bonjour à tous. Donc avec Nicolas du CAUE, on va vous présenter quelque chose qui change un petit peu d'échelle et surtout de temporalité. Et on va se poser la question de comment désimperméabiliser, végétaliser des espaces publics en amont de projets, comment se poser les bonnes questions, notamment à travers l'approche participative avec les usagers et les habitants. Donc ici, on se situe en Lozère, à Bourg-sur-Colagne. Et il y a une étude qui a été menée et un travail conjoint entre la Fredon Occitanie et le CAUE de la Lozère. Pour contexte rapide, c'est un travail qui se fait aujourd'hui en parallèle sur 5 sites pilotes en région Occitanie et qui est financé par la région Occitanie dans le cadre d'un appel à projet, où le but c'est de travailler sur ces questions d'îlots de chaleur urbains, de végétalisation et de désimperméabilisation des sols. Pour donner davantage de contexte communal, donc la Bourg-sur-Colagne est née du coup d'une réunion de 2 bourgs. Donc le cœur de village du Monastier a récemment été aménagé et la réflexion se penche désormais donc sur celui de Chirac, qui a conservé son tissu médiéval avec son église au centre, qui est classé monument historique. Donc dans ce cœur de bourg, ce sont 4 espaces publics, donc tous en relation, qui vont prochainement être qualifiés. Donc c'est un peu ce qui définit le périmètre de la réflexion, avec notamment une place qu'on voit ici en violet, qui est vraiment la place principale, avec du coup un fort caractère patrimonial. Et la suite des places où voilà, une est davantage utilisée en tant que parking. Et ensuite, c'est vraiment tous les espaces publics qui font le tour de l'église, intégrant également un projet sur la bibliothèque qui vient d'être rénovée et la reconversion du coup de l'ancienne école en futur logement. Donc, il y a plusieurs grades d'espaces publics à identifier. Et il y a justement, c'est un bourg qui est vivant et qui accueille une diversité d'usages, notamment de circulation, alors autant piétons que véhicules, avec des nécessités de stationnement. Et il y a la question de l'accessibilité également qui est présente de par une grande partie de personnes à mobilité réduite qui utilisent régulièrement ces endroits. Donc tous ces espaces du centre-bourg sont vraiment interconnectés entre eux. En termes de revêtement de sol, Nicolas, donc on constate que on a beaucoup de choses qui sont dédiées à des usages très routiers, une grande partie du site qui est en enrobé noir, imperméable, avec un faible albédo et qui a une forte inertie thermique, donc qui contribue aussi à l'augmentation du phénomène d'îlot de chaleur urbain, et un espace aussi avec de grandes dalles calcaires à joints non poreux. On a juste un petit espace ici enherbé et quelques calades en pierre. Donc de ce constat de type de revêtement de sol, on peut le lier notamment à des études ici sur la température de surface uniquement, où chaque point correspond à la moyenne des températures sur une journée en été, et où on remarque que les températures les plus importantes sont au niveau de l'enrobé,
loin des façades qui permettent d'avoir un peu d'ombre à certains moments de la journée. Et on n'a pas de végétal sur ce site à part ici avec un filier. Et voilà, on est sur une surface très artificialisée, très minérale, avec ici une moyenne des températures à presque 40 degrés au niveau du sol sur une journée. Donc on voit l'importance d'étudier le revêtement, le sol, même si aussi lié à des enjeux de végétalisation. Et de tous ces constats, comment on aménage l'espace public, notamment en prenant en compte la question des usages, les enjeux patrimoniaux. Donc là, on va vous expliquer un petit peu la démarche vraiment en amont d'un projet avec toute la partie concertation. Donc la démarche de concertation proposée s'organise en plusieurs temps. Donc il y a eu un premier temps de visite sur le terrain avec la rencontre d'acteurs du territoire. En fait, c'est ce qui permet d'avoir un premier état des lieux, on va dire avoir un regard et également une base de diagnostic pour s'engager vers les temps suivants. Et donc cette démarche proposée s'organise en 2 temps forts d'ateliers participatifs avec les habitants. Donc plus un premier de déambulation avec essayer de récolter des ressentis, du vécu sur ces espaces. Et un deuxième qui propose aux participants donc, de prendre le crayon et d'esquisser des intentions d'aménagement. Donc chacun de ces ateliers ont été suivis d'un travail de synthèse et de restitution afin de rendre la parole des habitants davantage intelligible. Donc, pour le premier atelier qui a eu lieu, l'objectif, c'était vraiment d'inclure les usagers, les habitants. Et avant toute chose, pour que ça puisse avoir lieu, c'est aussi de bien communiquer dessus. C'est vraiment la première pierre pour ensuite pouvoir amorcer la sensibilisation et la concertation avec tout le monde, et notamment à travers des supports visuels. Ici, c'est un flyer qui a été utilisé et distribué par la commune. Donc cet atelier, ça a assez bien fonctionné parce qu'on a eu 22 participants, tous très motivés. Il a été animé par 2 paysagistes, Nicolas et moi. Et le but, c'était vraiment d'écouter, donner la parole aux gens, parce que c'est vrai que c'est des experts, finalement du site qui ont vraiment un regard du quotidien, qui utilisent ces lieux parfois tous les jours. Et le but, c'était vraiment d'avoir une approche très sensible des lieux, sur quels sont les besoins des personnes, leurs envies, leurs ressentis. Et c'est vrai que c'est vraiment des acteurs à privilégier dans ce type de démarche parce qu'ils sont vraiment très légitimes parce que c'est eux qui vont vivre après le site une fois aménagé. Donc, sur ce premier atelier, il a été découpé en 2 parties, au total sur 2 heures. Un premier moment sur site, un diagnostic en marchant avec plusieurs points d'arrêt tout autour de l'église, où le but, c'était pour nous de vraiment animer et laisser la parole en essayant d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires. Et une deuxième partie en salle, autour d'un plan à zéro où tout le monde a pu mettre en commun ses idées pour créer le débat, échanger et avoir cette première vision d'ensemble du site. Donc pour dire aussi que le matériel n'est pas forcément très difficile à avoir, parce que cette première partie, c'est chaque participant avait un livret au format A4 et des stylos, avec un questionnaire préécrit, et une deuxième partie en salle où on s'est muni d'un plan A0 vierge, de feutres, et de l'énergie de tout le monde pour le compléter. Donc ça a même plutôt bien fonctionné. Tout le monde a pris, alors il y a eu 2 minutes un peu de flottement au début, qui veut faire quoi, puis ça s'est très bien organisé ensuite. Nous, on a aidé à hiérarchiser la légende, les éléments, pour au final obtenir une carte qui synthétise très bien les usages actuels, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur. Donc c'est comme ça que s'est déroulé ce premier atelier. Donc, en plus de toute la matière qu'on a pu avoir à ce moment-là et du diagnostic de site qu'on a pu élaborer, on a créé des cartes d'état des lieux et d'enjeux qui nous ont permis d'avancer dans comment aménager ces espaces. Donc, on a pu produire des doubles pages par place parce qu'on a vu qu'on en avait plusieurs, dont une ici, la place principale, avec quels sont les enjeux, qui permettent aussi d'avoir une ligne directrice par la suite pour savoir vers quoi s'orienter dans les propositions. Ici, c'est des paroles d'habitants, des citations qui ont pu être prises à la volée pendant l'atelier ou qui ont pu être notées sur les carnets, et avec des supports visuels, des photos et quelques éléments historiques. Disons que cette approche, justement avec l'appui de personnes extérieures, permet de dépasser certains clivages. En fait, ça donne aussi l'occasion de se rencontrer. On offre également un temps de parole sur ces sujets.
Et dans la continuité du premier atelier, l'atelier 2, lui, propose d'aller un peu plus loin vers les intentions d'aménagement. Enfin, d'aménagement, c'est un grand mot, c'est surtout de donner un peu voilà, comment on pourrait se traduire nos envies, les ambiances que l'on pourrait ressentir sur ces lieux. Donc, il a été proposé aux participants cette fois-ci de se former en groupe de travail, donc des groupes assez mixtes, autant d'habitants de ces espaces, d'usagers, d'habitants de la commune plus largement, et même d'élus et d'agents techniques. Et donc, ça a été avec un temps assez rythmé, finalement, ce qui a permis d'entamer la réflexion pour toutes les places, pour chaque groupe. Donc, cette première partie a été davantage du dessin, donc sur la base d'une carte. Donc, il y a eu un fond de plan des espaces publics avec, à l'aide du coup, du document des enjeux qui a été développé par les habitants dans l'atelier 1. Et c'était donc d'essayer d'entamer un peu une réflexion sur l'avenir que pourrait avoir chacune de ces places, avec l'aide de crayons et également un jeu du coup de cartes qu'on a proposé. Donc, qui retranscrit des usages, mais également des ambiances, en fait, pour voilà, faciliter un peu la compréhension ou la concrétisation de ce qu'on veut dire, de ce qu'on souhaite transmettre comme aménagement sur ces lieux. Donc, ça a pris à peu près 2 bonnes heures d'échange en groupe, voilà, accompagné en faisant, du coup, avec Julie, le tour des tables pour un peu soulever le débat et les échanges. Et donc, voici une restitution donc sur la gauche assez brute d'un des groupes. Et sur la partie droite, du coup, une partie de l'organisation des idées du coup, de chaque groupe qu'on a effectué afin voilà, de rendre un peu plus clair les choix qui ont été faits, notamment au niveau des ambiances qui ont été retenus, au niveau des usages qu'on souhaiterait conserver ou accentuer. Puis également, c'est l'occasion de retranscrire un peu de la parole qu'il y a eu pendant ces échanges. Et donc, le deuxième temps important de cet atelier 2, c'était la mise en commun. Donc, chaque groupe a pu développer ses idées auprès de l'autre. Donc là, comme vous pouvez le voir, en plus, on était sur le lieu en question. Donc, ça permet vraiment d'occuper l'espace et puis également de relancer un peu le débat, les discussions sur tout ce qui a pu être proposé. Julie, tu as ton micro fermé. Ah oui, pardon. Je disais qu'avec Nicolas, du coup, on a eu ce travail de synthèse après l'atelier où on a synthétisé, par exemple, les points de convergence, de divergence, dans l'idée petit à petit d'arriver à différents scénarios d'aménagement, différentes visions possibles d'aménagement et de spatialisation des éléments dans l'espace, tout en restant en amont du projet avec vraiment du conseil et des propositions. Donc, par exemple, avec ici des éléments qu'on a pu synthétiser, ou encore en ressortant les images qui ont été le plus utilisées par les participants, ce qui permet aussi aux gens de vraiment s'exprimer. Parfois, c'est pas toujours facile d'exprimer une idée de ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est vrai que les supports visuels comme ça sont des bons moyens de réussir à formuler des attentes, des idées, des ressentis d'espace. Donc, c'est ce qu'on a fait ici et c'est ce qui, nous aussi, nous a servi après sur une planche, par exemple, qu'on voit là, où on a repris certaines références pour traduire ce que pourraient être les places plus tard, avec la question de quel revêtement pour le stationnement. Ici, en pied d'église, on est à Dinan en Bretagne, mais on retrouve ce type d'espace un peu partout avec des joints enherbés, ou alors encore la question de l'eau, parce qu'on a un lavoir sur une des places. Donc, comment on donne à voir l'eau, comment on peut réhabiliter peut-être ce patrimoine-là, cette histoire, est-ce qu'on en a envie? Donc, c'était ressorti pendant l'atelier notamment. Et à la suite de ces plusieurs ébauches d'intention, en fait, ça a été l'intérêt en fait, de proposer une vision, on va dire, davantage intelligible de ces intentions, donc vraiment repris sur la base de ce qu'avaient dessiné les participants de chaque groupe. Et donc, c'est d'avoir un peu un support d'aide à la décision pour les élus. Donc, il est intéressant voilà, de relever qu'on retrouve qu'en fait, tout n'est pas désimperméabilisable. En fait, tout ce qui figure ici en clair est le support de circulation. Voilà, il y a eu des choses qui ont été dessinées telles quelles. Mais ce que cette démarche permet, c'est surtout de voir à l'inverse tout ce qui est représenté ici en vert, qui permet, en fonction de la réorganisation d'usage ou en fonction des ambiances ou
voilà, de ce qu'on fait de ces lieux, qui peut permettre vraiment d'avoir des espaces avec des potentiels de transformation. Donc, il y a des intentions à l'image de cette place qui se calquent vraiment sur ce qui est déjà là. Donc, il peut y avoir des usages, des circulations qui sont conservées, mais au final, l'action réside souvent par rapport au niveau de la nature du sol, de la plantation d'arbres, etc. Et l'intérêt de consulter les habitants et les usagers, en fait, c'est de les rendre partie prenante de la démarche de projet. Et voilà, il y a une part de sensibilisation. Ça permet d'amorcer certains sujets qui peuvent être clivants, voilà, d'avancer sur des intentions d'avenir sur ces espaces. À l'image justement d'intentions ou des échanges qui permettent de se projeter dans des évolutions également plus importantes, voilà, un peu plus ambitieuses. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi à tous les participants la manière dont découle cette démarche un peu globale qu'on peut avoir quand on a à requalifier des espaces publics, et ce qui contribue également de mettre en lien les habitants entre eux, voilà, de vraiment échanger sur un cadre de vie quotidien. Et finalement, en fait, on en revient avec un peu cette diapositive d'ouverture, c'est qu'on ne réinvente pas forcément tout, qu'on s'inscrit pour la plupart du temps en continuité de ce qui a pu exister, ou en fait, voilà, on retrouve un certain lien ou un héritage avec l'histoire du lieu. Et ce sont également les habitants qui font ces liens. Donc, il n'y a pas que pour le côté patrimonial ou esthétique, mais justement pour renouer avec des usages, avec des ressentis, avec un certain rapport aux éléments. Et donc, ça s'inscrit toujours vers une quête de simplicité qui aujourd'hui répond voilà, à certains enjeux climatiques, mais également, on peut citer la question de la mobilité, au final, des préoccupations qui sont davantage piétonnes, comme ce qui prédominait autrefois. Nicolas et Julie, il va falloir conclure. Ouais, c'est notre dernière diapositive, donc tout ça pour dire qu'avec toutes ces étapes aujourd'hui, notamment d'ateliers, on a pu arriver à des éléments de formulation de propositions, d'aménagement, en tout cas pré-propositions, qui serviront de base aujourd'hui à la commune pour lancer l'appel d'offres auprès des entreprises de maîtrise d'œuvre d'ici la fin de l'année. Voilà, donc si vous avez quelques questions sur le sujet, moi ce que je vous propose, c'est que le deuxième retour d'expérience par Madame Cure soit très rapide pour laisser la place au financement par l'Agence de l'eau. Le diaporama sera envoyé à tous les participants et le webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube GVI Occitanie et certainement également sur le site du CAUE, des CAUE d'Occitanie. Donc, Madame Cure, si vous voulez bien, en quelques vraiment minutes très rapidement sur la commune de La Guiole, hein, mais il me semble que c'était très rapide. Et puis, on passera à la partie agence de l'eau. Merci. Oui, merci Florian. Oui, je vais essayer d'être très rapide. Mais en fait, on a beaucoup parlé des maîtres d'œuvre, des concepteurs, architectes, paysagistes, etc. Moi, je voudrais faire un focus aussi sur la maîtrise d'ouvrage, hein, parce que s'il n'y a pas une maîtrise d'ouvrage sensibilisée, effectivement, c'est compliqué. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est vrai que c'est une autre façon de travailler des CAUE. Donc, en Aveyron, par exemple, on travaille en amont de projets d'aménagement, je l'ai déjà évoqué sur un autre exemple, pour essayer d'avoir une vision globale et d'accompagner les élus dans la construction de leur vision politique aussi de l'aménagement. Toujours pareil, avec quels objectifs et dans quel cadre. Donc là, en rouge, on voit effectivement des questions de cheminement doux pour aller, piéton, pour aller desservir des équipements publics futurs. Voilà, on va avancer rapidement, donc ça, vous aurez le temps de le lire. Je passe à la diapo suivante. Voilà, c'est aussi pour montrer que quand on travaille dans une commune avec les élus, on part aussi du génie du lieu. Alors, quand je dis génie, ce n'est pas de la poésie, c'est génie du lieu, comme on pourrait parler d'un génie hydraulique ou d'un génie civil. Voilà, c'est où est-ce qu'on est, quels sont les matériaux, quelles sont les pratiques, aussi bien constructives que sociales, quels sont les paysages. Donc, on voit ici à La Guiole, effectivement, on a déjà ces sols perméables. Voilà, diapo d'après. Et ce qu'on a à mettre en valeur. Donc, sur le centre ancien, effectivement, il y avait des gros enjeux d'habitat, de mobilité touristique, économique et aussi environnementale. On verra ensuite les photos de réaménagement. Pour faire un focus sur la gestion des eaux pluviales,
effectivement, le bureau l'agence qui a travaillé, donc paysagiste, urbaniste, il y avait aussi un éclairagiste et un bureau d'études, a travaillé en collaboration, on peut aller à la diapo d'après, en collaboration vraiment appuyée avec un bureau d'études techniques pour essayer d'innover justement. Et la mairie a effectivement été à l'écoute de ces propositions qui avaient aussi un impact économique, mais aussi un impact qualitatif. Donc là, par exemple, voilà, c'est aussi pour montrer qu'un projet, sur la diapo d'avant, un projet se dessine et c'est voilà, c'est une réflexion, c'est un chiffrage aussi, c'est des choix, voilà. On peut aller pardon, à la diapo suivante. Donc, il y a eu plusieurs systèmes de la gestion intégrée de ces eaux qui ont pu être de la rétention. Donc, on voit la Yole, il y a effectivement toutes les eaux de ruissellement qui descendent de ce dike, qui est une cheminée basaltique versée. Voilà, donc, ou au pied des façades dans les rues qui sont au pied de ce promontoire, on va dire, il y a eu tout un système de caniveaux. On peut aller à la diapo suivante. Je ne sais pas si… Ah non, on n'a plus l'image. En fait, donc, il y a eu tout un système de caniveaux de rétention qui ont permis effectivement de retenir 30%, je crois, de volume d'eau avant de le reconnecter au réseau d'eau pluviale qui, de fait, dont les diamètres de tuyaux ont été réduits. Mais l'idée, c'était de dire qu'il y a effectivement des réponses appropriées aux situations et aux logiques hydrauliques locales. Donc ici, dans un escalier qui monte vers le fort de l'Aïeul, il y a tout un système de caniveaux avec des pierres de gros calibre qui permettent de ralentir le ruissellement qui ensuite va donc dans ces fameux caniveaux de rétention. On peut avancer. Mais on voit ici qu'effectivement, il y a eu aussi la prise en compte de la biodiversité avec la réduction de l'éclairage. Alors, ça n'a rien à voir avec la désimperméabilisation, mais pour montrer qu'effectivement, c'est un tout, les projets. On peut avancer. Voilà, à un autre endroit, donc dans la rue du Faubourg, ça a été de redonner une qualité à cette rue qui est en fait une route départementale peu fréquentée. Effectivement, c'était l'ancien accès de l'Aïeul au Moyen-Âge, mais ça a permis de redonner à la fois des seuils à ces maisons qui sont habitées, qui donnaient directement sur cette route, à créer des chicanes. Donc, on voit ici effectivement des accotements qui sont perméables, qui sont qualitatifs, et où ça a permis de réduire la vitesse de circulation des voitures. Donc, en zone 30, mais une zone 30 où ça n'est qu'un panneau, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, un autre exemple, voilà, donc la photo à gauche avant, la photo après. Donc, on voit effectivement que le traitement, on voit un petit peu, là, c'est un seuil en pavé, mais ensuite, on a un traitement de caniveau de rétention, voilà, la diapo d'après. Voilà, et donc la petite place qui est une cour, en fait, une cour privée, mais qui est pas privée, pardon, une cour publique, où on voit effectivement l'état des lieux, l'image du projet et la réalisation. Donc, à chaque lieu, un principe peut être appliqué. Et effectivement, une grosse plus-value résidentielle. Donc là, toujours pareil, en haut de cette rue du Faubourg des Ruines. Donc l'idée, ça a été de retravailler sur ces ruines et de ne pas faire un enrochement classique, recouvert de cotonester, voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les matériaux du lieu qui ont aussi cette valeur de perméabilité et de proposer des belvédères sur le paysage, l'accès à une activité économique, des parcours piétons qui vont vers l'école du centre-bourg. Effectivement, tous ces aménagements ont aussi conforté la mairie dans l'idée de conserver des équipements publics comme l'école, par exemple, en plein centre ancien. Sylvie, nous allons conclure sur voilà. cet exemple-là. Les 2 dernières diapos, c'est simplement pour montrer que les choses continuent et que voilà, la maîtrise d'ouvrage, qu'il s'agisse des élus ou des personnes, enfin des agents de la mairie, autant administratifs que techniques, se sont aussi appropriés ces enjeux. Voilà. Il y a 2 diapos à passer si vous voulez les passer rapidement. Voilà.
Super, merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Julie et Nicolas pour ces deux exemples, hein, un exemple amont, avant-projet, définition de scénario avec les habitants, la participation, et puis là, l'exemple d'un projet un peu plus abouti, même abouti, puisqu'il est aujourd'hui voilà, opérationnel et la face du village a changé. Je vous propose de passer à la partie suivante, à la dernière partie finalement, sur les financements. Donc, nous avons donc Madame Rouy et Monsieur Gwenolé-Leroux qui vont nous présenter en quelques diapos très rapidement, mais c'est très important de focaliser sur ce sujet maintenant, sur les dispositifs de financement possibles. Donc, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, je vous laisse prendre la main. Monsieur Leroux, vous aurez ensuite quelques minutes également. Merci. Bonjour à tous, apparemment c'est moi qui démarre là. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, non, moi je vais aller vite. Bon, d'abord, juste que je rejoins tous les principes et les recommandations qui ont été exprimés avant, hein. Voilà, en tant que financeur, notre objectif c'est que les projets se fassent évidemment, mais qu'ils soient un milieu de vie derrière et qui favorise du coup par là même tout ce qui est entretien et durabilité. Donc de ce point de vue-là, voilà, tout ce qui a été dit antérieurement, on le partage complètement. Après, on a un focus un peu particulier dans le sens où l'agence de l'eau, son objectif, enfin les agences de l'eau, hein, c'est l'atteinte du bon état des eaux. Et donc, pour Rhône Méditerranée Corse, on cible en priorité pour l'instant, en tout cas, puisque là je parle du 11e programme qui va se terminer fin d'année 2024, la déconnexion des eaux pluviales des réseaux. Donc soit unitaire, donc qui pose encore beaucoup de problèmes de débordement en temps de pluie, soit les réseaux dits séparatifs, les réseaux pluviaux, parce que voilà, l'OIO l'a dit tout à l'heure, ils posent le problème de la concentration des polluants. Donc on finance les projets seulement s'ils permettent une déconnexion des réseaux. Ensuite, donc pour viser diapositive suivante, une logique de sortir du tout tuyau. Alors ça ne veut pas dire qu'on va enlever les tuyaux qui existent, parce qu'ils vont permettre, dans certains cas, de gérer l'excédent pour les pluies importantes. Par contre, pour l'Agence de l'eau Méditerranée Corse, l'essentiel du projet vise à en fait déconnecter et infiltrer les petites pluies, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, les pluies de premier niveau de service, voilà, d'occurrence quelques mois. Diapositive suivante. Donc dans ce cadre-là, on peut aider tout dispositif qui permette de déconnecter ces eaux-là et de les infiltrer en favorisant, ce qui a été exprimé antérieurement aussi, tout ce qui est solutions basées sur des solutions sobres, superficielles, végétalisées, qui permettront des amenités supplémentaires. Bah, voilà, on a parlé du paysage, de la biodiversité, du cadre de vie. Ces solutions-là apporteront plus de co-bénéfices que des solutions enterrées, centralisées, qui sont néanmoins éligibles au niveau de l'agence, mais qui seront aidées moins prioritairement. Donc pour mener à bien les projets, on demande à ce que soient réalisées des études préalables qu'on finance, notamment pour évaluer les conditions de bon dimensionnement des installations. Et ensuite, après les études préalables, on peut financer les travaux, donc soit à 50% en taux de base ou à 70% lorsqu'on est dans un contrat, avec un coût plafond sur lequel je reviendrai si besoin dans les questions. Et on avait jusqu'à présent, donc jusqu'à la fin du programme, un petit bonus, les enfants d'abord, on va dire, où on allait sur des taux d'aide un peu plus importants, donc à 70% pour désimperméabiliser les cours d'école, dans le cadre d'un projet qui végétalise majoritairement la cour d'école. C'est-à-dire que si on désimperméabilise seulement pour mettre de l'enrobé drainant, on sera sur un taux de base à 50%. Voilà. Voilà, je pourrais compléter éventuellement selon les questions, vu que je crois qu'on est un peu en retard. Merci, Monsieur Leroux. Bon, je vous propose, Madame Rouy, de prendre le relais et s'il y a 2-3 questions en fin de votre présentation, on les traitera prioritairement et on conclura directement. Il restera quelques diapos sur les outils que je vous inviterai à visionner dans le diaporama qui sera envoyé. Oui, bonjour à tous. Pauline Rouy, chargée d'intervention à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc effectivement, la région Occitanie est à cheval sur les deux bassins, donc
Méditerranée, Rhône-Méditerranée et Adour-Garonne. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter en plus de ce qu'a dit Monsieur Leroux. On a donc ici là les contacts de nos différentes délégations, donc pour pouvoir donc nous joindre et travailler sur les projets ensuite ensemble, puisque chaque chargé d'intervention est en charge d'un secteur donné. C'est après resectionné par petits bassins versants. Voilà, donc vous avez les contacts. On peut passer à la diapo suivante. Donc dans le cadre du 11e programme donc de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, donc les collectivités et les maîtres d'ouvrage publics ainsi que les acteurs économiques et industriels peuvent être aidés pour justement réaliser des études de l'animation ou des travaux de désimperméabilisation et de gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc ces aides peuvent être donc, en premier lieu des aides sur les études, en fait, sur la planification des études et le schéma directeur zonage gestion pluviale. Ensuite, sur les études de faisabilité, donc de faisabilité technique de ce qu'on souhaite réaliser sur une zone donnée. Et enfin, sur les travaux eux-mêmes, donc de gestion intégrée des eaux pluviales. Et les taux voilà, varient un petit peu de ce qu'a présenté M. Leroux sur l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, puisque nous, on a un taux de 50% d'aide, à la fois sur les études et sur les travaux, et avec voilà, un taux aléatoire là, à définir au cas par cas en ce qui concerne une maîtrise d'ouvrage activité économique. Voilà, donc là, vous aurez le lien aussi pour pouvoir le regarder en replay sur un cas particulier du quartier Renoir à Portée. Et je pense que je concluais avec voilà, pareil, le lien vers notre portail dématérialisé pour les demandes d'aide. Donc peut-être un point un petit peu particulier qu'a déjà pas mal évoqué le CAUE, c'est de, si possible, effectivement s'entourer de bureaux d'études, de partenaires, de paysagistes concepteurs qui soient au fait des techniques de gestion intégrée là, des eaux pluviales, de désimperméabilisation, afin voilà, d'avoir des projets qui puissent être éligibles, qu'on accompagne et de prévenir et de mettre dans la boucle les agences de l'eau le plus rapidement possible à la phase AVP, voire avant, parce que c'est problématique parfois en fin de projet quand on est sollicité et qu'en fait on arrive sur un projet qui a été travaillé sur un mix tout tuyau avec juste une végétalisation en surface et des drains partout en dessous. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'infiltrer l'eau au maximum dans les sols. Voilà, on s'aperçoit que les BE, ils montent en compétences, mais voilà, il y a peut-être, on continue à tous se former sur ces techniques et ça s'améliore, mais c'est peut-être un point où il faudra être vigilant dans le choix des partenaires qui vous accompagnent. Merci Madame Rouy. Donc, je vous invite à poser quelques questions dans le chat. Si vous avez des questions sur les financements proposés par les deux agences de l'eau qui vont présenter à l'instant leur dispositif. Si pas de questions particulières, vous pouvez directement, bien évidemment, j'imagine, les contacter. Sachez également que la région Occitanie a financé des opérations de ce calibre-là l'année dernière dans le cadre d'un dispositif qui serait en bonne voie pour être reconduit, ainsi que le fonds vert, l'axe renaturation. Je vous invite à consulter le webinaire qui avait eu lieu il y a quelques mois sur le sujet, ainsi que la foire aux questions sur Aide Territoire, qui est très utile pour tout porteur de projet. Je vais conclure le webinaire en 2 minutes, très rapidement, des outils techniques pour aller plus loin. Vous aurez toutes les infos dans le diaporama qu'on va vous envoyer à tous les participants, bien sûr. Diapo suivante.
Un point très important en ce qui concerne Fredon Occitanie, vous êtes censé savoir que nous animons une nouvelle charte à l'échelle de la région qui prend la suite de la charte Objectif Zéro Phyto qui a été animée depuis de nombreuses années. Cette charte engagée pour le végétal remplace la charte Objectif Zéro Phyto. Il faut candidater pour être adhérent à cette charte. 12 engagements, dont un autour de la perméabilité du sol, qui servira également à être accompagné par une équipe d'accompagnants et valoriser vos bonnes pratiques. Je vous encourage à aller sur le site de Fredon Occitanie Réseau GEVI sur la charte régionale pour en savoir plus sur la charte ou nous contacter directement. Jasmine et moi. On va conclure. Des webinaires en replay, ça c'est sur notre chaîne YouTube GEVI pour ce qui est de Fredon Occitanie. Diapo suivante. Des outils également, vous pouvez passer. Une journée technique autour de la gestion zéro phyto sur les stades à venir fin septembre, début octobre. Je vous invite à consulter nos actualités sur notre site internet Fredon Occitanie. Et donc pour aller plus loin, effectivement, pour terminer, dernière diapo, prenez contact avec les CAE d'Occitanie, avec l'OIO, avec Aquavalley également du côté de Montpellier, avec nous sur les côtés charte, îlot de fraîcheur végétalisé, réseau GEVI. Sur toutes ces questions, on pourra se relayer les infos les uns les autres. N'hésitez surtout pas à nous contacter directement donc, pour toute question sur le sujet. En tout cas, merci à tous les participants, à tous les intervenants. Un webinaire très riche, très dense, mais qui avait le mérite de présenter beaucoup de retours d'expérience. Donc, merci encore à tout le monde et je vous dis à une prochaine pour notre dernier webinaire de l'année qui aura lieu en novembre-décembre pour conclure cette année. Merci au CAE d'Occitanie pour cette co-organisation, bien évidemment, et aux CAE qui sont intervenus, et à l'OIO qui est intervenu également avec nous aujourd'hui. Merci aux agences de l'eau également. Très bonne journée, à très bientôt et puis que de beaux projets fleurissent sur le sujet de la désimperméabilisation et des îlots de fraîcheur végétalisés. À bientôt.